Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne du 1er février. Au sommaire aujourd'hui, on s'intéresse au tri et aux déchets avec du recyclage à domicile. Les deux cofondateurs de l'entreprise Bingo sont avec nous aujourd'hui. Ils nous attendent en coulisses, Romain Rossellet et Édouard Vincent. Bonjour à vous deux, bienvenue sur ce plateau. En sport, on va enfiler notre plus beau kimono et Alexandre nous emmène à Gland pour un cours de Nan Budo. Qu'est-ce que c'est? Vous le verrez en images. Enfin, en culture, on ira caddie en main jusqu'au Casino Théâtre de Rolle pour découvrir la pièce Superflu à voir du 8 au 11 février. Avec nous sur le plateau, le metteur en scène Mathias Urban et le comédien Antonio Trollo sont avec nous sur ce plateau. Bonjour à vous messieurs, bienvenue, merci d'être avec nous. Pour commencer et en 5 minutes pour vous convaincre, dans le cadre de l'élection complémentaire à Nyon fixée au dimanche 5 février, nous avons donné la parole aux candidats en lice pour la municipalité. Aujourd'hui, la parole est donnée à Jay Reuter, candidat sur la liste numéro 5 intitulée Nyon populaire. Jay Reuter, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat à l'élection complémentaire à la municipalité nyonnaise sur la liste numéro 5, Nyon populaire, et vous avez accepté de répondre à cette interview dont le concept est le suivant. Vous avez ici 20 questions, vous allez en tirer successivement 3 et vous aurez 5 minutes pour y répondre. Je vous propose de partir. Prenez la première question. Donnez-la moi ensuite. Merci beaucoup. Et la question est la suivante, c'est la question numéro 10. Cœur de ville, est-ce là une bonne idée? Alors, je pense que c'est une bonne idée de développer le cœur de la ville. C'est clair qu'une ville qui est attrayante dans son cœur ne peut que donner envie d'y venir. Après le projet de cœur de ville aujourd'hui, pour moi, un des projets emblématiques, c'est bien sûr le parc Plertan. Donc j'ai bien compris qu'il y avait une partie de ce parc qui serait en pleine terre, ce qui est une très bonne chose, parce que si on veut vraiment développer un endroit de fraîcheur, un point de fraîcheur au cœur de la ville, c'est une très bonne chose. À ce projet est attaché également un projet de parking souterrain. Donc là, peut-être je suis un petit peu moins enclin à dire que c'est une bonne chose. Il faut savoir que pour l'instant, le projet table sur environ 450 places de parc, qu'aujourd'hui, le parking Plertan en compte 359, sauf erreur. Donc, c'est rajouter des places de parc au centre de la ville. Donc, je pense que ça va créer encore plus de problèmes de trafic en cœur de la ville, sachant que le transport individuel représente 75% du trafic au centre-ville. Donc, je pense que d'augmenter la capacité de ce parking est une erreur, mais bien sûr, le projet est en cours. Il va y avoir des réflexions qui vont être entreprises au fur et à mesure de l'avancée du projet. Donc, attendons de voir un petit peu dans quelle direction on va avant de dire qu'il faut complètement supprimer ce parking. Alors justement, Jay Reuter, avant de tirer la prochaine question, en un mot, est-ce qu'il faudrait, selon vous, enlever la voiture du centre-ville en un mot? Alors je pense qu'il faut la réduire, mais pour compenser ça, il faut développer les transports publics gratuits à Nyon. Parfait, on va passer à la deuxième question, je vous propose de la tirer. Merci. Et de me la donner. Merci beaucoup. Il s'agit de la question numéro 4, le complexe multisport de Colevray. Est-ce là un bon projet? Mais je pense que c'est un excellent projet. On sait qu'à Nyon, il y a énormément de clubs sportifs, qu'il manque certaines infrastructures. Je pense en particulier pour le foot. En plus, si le projet Maran venait à passer, ce serait un terrain de foot au cœur de la ville qui serait supprimé. Donc c'est important, bien sûr, de pouvoir compenser ce manque de places de sport au cœur de la ville. Donc oui, sur le principe, on peut être que enthousiaste avec un vrai centre sportif. Après, bien entendu, le fait d'avoir un centre sportif qui est sur l'extérieur de la ville, ce sera de nouveau important d'avoir une bonne réflexion sur les transports publics, de préférence gratuits, qui permettra par exemple aux enfants d'aller du cœur de la ville jusqu'au centre de Colevray sans que ça génère un trafic avec tous les parents qui devraient prendre leur voiture, par exemple, pour amener leurs enfants faire du sport. Voilà, les transports publics, c'est un de vos thèmes de campagne, et aussi un autre thème de campagne qui est cher à la droite, c'est justement ce déplacement du FC Italia au stade de Colevray, avec une pétition qui a été remise au conseil communal. Est-ce qu'il faut déplacer ce club à Colevray? Alors je pense dans un premier temps, il faut laisser ce club au cœur de la ville et avançons d'abord avec Colevray avant de pouvoir dire on a les infrastructures nécessaires pour accueillir ce club dans les meilleures conditions à Colevray. Je vous propose de partir sur la dernière question. Je donne un petit coup de sac. Allez-y. On se croirait au loto, c'est super. C'est presque ça.
Alors, c'est la question numéro 5, personnel communal. Et là, ça va vous être cher. Statut ou règlement ? Alors, je pense que les choses doivent évoluer. Donc, bien entendu, aujourd'hui, il y a un statut qui est très prisé par les employés. Bien entendu, il y a des nouvelles manières d'engager les gens. Donc, il faut juste bien travailler sur ce nouveau règlement, tout en prenant en considération des points qui existaient déjà dans les statuts. On sait que pour les employés de la ville, c'est important de pouvoir travailler dans les meilleures conditions. Et ça ne veut pas seulement dire en termes de matériel sur le terrain, c'est également dans leur convention collective, si on veut, de travail. C'est hyper important qu'il y ait les meilleures conditions qui soient proposées à nos employés. Si l'on passe du statut au règlement, on n'est plus nommé fonctionnaire à vie, on est un employé. Est-ce que cela satisfait le candidat Pepys que vous êtes ? Alors, je vous avoue que je dois encore un petit peu travailler sur ce sujet. Comme vous le savez, je suis tout à fait nouveau en politique à Nyon. Ce sont des sujets que je travaille au fur et à mesure que la campagne avance. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir avoir un maximum d'informations qui proviennent autant des autorités nyonnaises par rapport à leur vision de ce nouveau règlement, mais également de parler avec les employés ou la commission des employés, voire avec le syndicat qui accompagne ces employés pour que les choses se fassent de la manière la plus transparente et dans les règles de la législation. En un mot, si vous héritez du dicaster des RH, est-ce que ce serait un dicaster qui vous plairait et est-ce que vous pensez avoir les capacités suffisantes pour pouvoir diriger ce dicaster? Alors c'est clair que c'est un dicaster qui pourrait... On arrive au terme, oui ou non? J'ai envie de dire oui, je travaille dans le monde syndical, donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Jay Reuters, merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection complémentaire à la municipalité nyonnaise sur la liste numéro 5, Nyon Populaire. Merci. Et on reçoit nos premiers invités du jour, Romain Rosselet, Vincent Édouard. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau, plutôt dans l'autre sens, Édouard, Vincent, le prénom qui ressemble au nom et vice-versa. Bienvenue messieurs, bienvenue sur ce plateau. Avec vous, on va parler déchets, recyclage de déchets avec un service à domicile que vous proposez. C'est un service de recyclage à domicile, plus précisément. La bouche ne veut pas, ça s'appelle Bingo. Aïe, ça y est, c'est dans le sac. Comment est née justement votre entreprise? Expliquez-nous. On est parti d'un constat assez simple avec Édouard, c'est que toutes les choses qui ne sont pas vraiment adaptées, qui prennent du temps, qui sont des corvées finalement, sont souvent moins bien faites, un petit peu laissées pour compte. Et donc du coup, au niveau du recyclage, c'était vraiment dommage. Donc on a voulu mettre en place un service simple pour l'utilisateur, très bon pour l'environnement. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur Bingo. Ouais, alors on va parler d'ici quelques instants du fonctionnement, mais tout de même, on sait tous où est-ce qu'il faut mettre la bouteille de PET, nos piles, nos capsules de café, non? C'est un peu plus compliqué que ça en réalité. Justement, avec Bingo, au lieu de catégoriser par exemple nos produits en 6 matières différentes, nous on va aller jusqu'à 10 matières différentes, faire différenciation entre le verre brun, le verre vert, le verre transparent, le PET. On arrive vraiment à avoir à segmenter, on va dire, tous les différents déchets de manière beaucoup plus précise. Et du coup, c'est un tri qui est plus efficace et qui est meilleur pour la planète. Ouais, plus efficace, mais pourquoi? Ça veut dire quoi? Que vous êtes allé chez les gens observer comment ils trient leurs déchets? On voit que ce soit dans les éco-points, que ce soit dans les déchetteries, il y a plusieurs petits problèmes. Il y a les erreurs de tri. C'est vrai que les gens confondent assez souvent entre la bouteille de lait et du PET, par exemple. Là aussi, toute la partie des contenants en plastique qui peut être recyclé, qui ne l'est malheureusement pas tout le temps. C'est vrai que quand on parle de paquets récipients, on va dire, de shampoing par exemple, on le met directement à la poubelle. Avec notre solution, il va être trié et revalorisé jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est vraiment pour pouvoir optimiser de manière la meilleure possible toute cette partie de recyclage. Ouais, quand vous parlez de revalorisation des déchets, ça veut dire quoi? On imagine que quand le déchet finit à la poubelle, que c'est le parcours normal, non? Alors, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que ça devrait être le parcours normal. Après, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est quand même trié derrière, alors que c'est pas le cas, c'est juste incinéré. Est-ce qu'il y a une idée d'en faire quelque chose justement avec ces déchets? Parce que moi, quand j'imagine revalorisation, je me dirais, pourquoi pas, je sais pas, en faire des œuvres d'art, allez. On va commencer déjà, je pense, par essayer de garantir un recyclage
le meilleur possible, 100% de recyclage, c'est clair que quand on parle de revalorisation, le matériau, normalement, est donc réutilisé ensuite, avec du plastique, avec du PET, avec du verre. C'est là-dessus on arrive à revalorisation. Si on arrive à faire quelque chose peut-être de mieux avec de ces matériaux-là, effectivement, ça pourrait être un joli axe de développement. Allez, c'est pour moi, c'est cadeau, bingo. Allez, vous voulez vous installer de Genève à Lausanne en passant par Nyon. Vous êtes vous-même des enfants du district. On sait que par exemple la ville de Nyon met beaucoup de choses en place, notamment en termes de recyclage. Il y a une déchetterie, pas mal de choses qui sont mises aujourd'hui en place. Est-ce que vous êtes justement rentré peut-être en contact avec les autorités nyonnaises ? Alors, pas encore de manière formelle. Nous, c'est vraiment un produit, un service de privé à privé, finalement. On va aider les gens à mieux trier. Le but, c'est vraiment de mettre en place une possibilité pour les gens de ne pas forcément prendre leur voiture pour aller jusqu'à la déchetterie, ou les personnes, malheureusement, qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à un éco-point, par exemple les personnes âgées, et de leur proposer ce service-là pour, justement, leur faciliter un petit peu leur quotidien. Ouais. Alors ce service, combien ça coûte, comment ça fonctionne? Dites-nous tout. Je te laisse, vu que toi tu es sur les chiffres. Pour l'instant, peut-être juste pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, on fait une campagne de financement participatif pour voir aussi si les gens adhèrent à ce service-là, et donc vous avez des prix, toutes les contreparties que vous pouvez prendre sur le We Make It, donc le financement participatif. Oui. Alors on le voit là à l'image, vous avez déjà récolté 6 000 francs sur les 30 000 francs. Exactement. On est encore un petit peu loin du compte, ça vous inquiète? Non, mais il reste encore beaucoup de temps, 11 jours. On peut faire beaucoup de choses en 11 jours. Effectivement, il faut que les gens viennent et participent pour que ça fonctionne. Ouais. Et on parle beaucoup autour d'eux, mais ça peut-être qu'on y reviendra après. Ça coûte normalement 35 francs pour le premier abonnement, qui est une ramasse par mois, donc mensuel. Bien évidemment, si vous participez au crowdfunding, vous avez des prix qui vont défier toute concurrence. Donc, je vous invite à essayer le service via notre crowdfunding. Ah, il est bon, hein, il a bien les chiffres en bouche. Bon, on voit derrière vous les images. Justement, on a vu ce sac plastique rouge. Là aussi, ça peut poser question. Je sais que vous êtes sensible justement à ces questions d'environnement. Avec quel matériel vous avez travaillé et utilisé? Est-ce que là, vous avez mis justement une réflexion sur comment justement aller récupérer ces déchets? Quel sac utiliser? C'est exact. Du coup, on a plusieurs fabricants, on a contacté plusieurs fabricants. Il y a beaucoup de fabricants maintenant qui commencent à fabriquer des sacs avec du plastique recyclé. Du coup, c'est une nouvelle, et fabriquée en Europe aussi. Du coup, ça n'arrive pas de l'autre côté de la Terre avant d'arriver chez nous. Et du coup, le sac en lui-même est à nouveau recyclé. Et la deuxième question, c'était... Vous m'avez posé le sac. Le sac, ah oui, et puis comment est-ce qu'on fait? Alors en gros, on a aussi fait des recherches sur les différents softwares qu'on allait pouvoir utiliser pour optimiser les routes, les plans de route. Ouais. Comme ça, on peut aller ramasser de manière la plus efficace possible et en faisant le moins de kilomètres possible tous ces déchets pour les ramener au centre de tri. Voilà. Très bien. Qui dit recyclage à domicile dit forcément un contact aussi avec les gens. Qu'est-ce que vous cherchez au travers ces expériences et ces rencontres aussi à la maison? Parce qu'on peut imaginer, vous venez chercher les déchets, mais il y a peut-être aller à un petit café, je ne sais quoi d'autre. C'est pour nous, c'est bonus, c'est gratuit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a aussi une manière peut-être de travailler avec les gens pour les sensibiliser à certaines choses? Bien évidemment, le but, c'est d'avoir quand même un contact avec ces gens-là. On aimerait pouvoir faire évoluer la société, donc on part à partir des déchets, mais pourquoi pas imaginer aussi potentiellement d'autres services qu'on pourrait proposer à ces gens. C'est vrai qu'une fois qu'on fait le travail d'aller chez eux, potentiellement il y a d'autres synergies qui peuvent se créer. Donc bien évidemment, le but c'est aussi de pouvoir discuter avec ces personnes-là et de pouvoir voir si d'autres services peuvent les intéresser ou si on peut être utile à quelque chose d'autre. C'est vrai que Bingo, avant tout, c'est vraiment essayer d'améliorer le quotidien des gens. Voilà, on va terminer sur ces jolis mots. Romain, Édouard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Allez, place au sport. On enfile notre plus beau kimono et on va direction Gland pour un cours de Nanbudo. C'est Alexandre Caporal qui nous y emmène avec l'enseignant. Juste ici, bah voilà, ils sont prêts. On y va. Alors aujourd'hui, je suis à Gland et je teste un art martial japonais, le Nanbudo, avec vous, Jean-Jacques Jobin. Bonjour. Bonsoir. Je n'y connais rien du tout au Nanbudo. Qu'est-ce que c'est? Déjà, vous m'avez habillé en kimono, on va appeler ça un gi. Le kimono, on l'utilise ce terme-là pour les habits des femmes.
Oui. Et le gi, c'est ce qu'on utilise pour faire du karaté. Ça veut dire que le Nanbudo, c'est proche du karaté, c'est ça? Le Nanbudo est une école de karaté parmi des dizaines d'autres. Il y a toute une structure qui existe dans les écoles différentes de karaté. Et maître Yoshinao Nanbu a été envoyé depuis le Japon par son maître pour développer une forme de karaté. Il a créé sa propre discipline. Il est mort il y a 2 ans. Et le karaté, ici, avec le Nanbudo, est présent depuis 32 ans ici dans la région. On a commencé à Nyon. On s'est entraîné aussi dans un village, à Givrin. Et puis maintenant, on est à Gland, ici, depuis plus de 25 ans. Dans le club, on est une douzaine de personnes réguliers. Et vous, comment vous avez découvert le Nanbudo? Je l'ai découvert à l'école club Migros de Nyon. Une personne est venue pour le faire découvrir et on a accroché. Je faisais du karaté avant, c'est une autre forme et c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est très très diversifié. On a des formes de combat, de self-défense, aussi de travail sur l'énergie. Et ça, cette diversité, elle est très intéressante. Il y a la compétition, effectivement. Il y a le travail régulier qu'on fait en salle. Et puis il y a la compétition, avec des compétitions de kata, où on est seul à faire des mouvements. Je pense que tout le monde a vu un peu ce que c'était. Et puis alors le combat à 2, ou alors même par équipe. Comment on arrive à enseigner cet art martial japonais? Alors on progresse en faisant des cours, en allant faire des compétitions, etc. On passe des grades, et puis à partir de la ceinture noire, on peut prétendre à être quelqu'un qui enseigne aux autres. Alors ça se passe comment les grades? C'est comme au judo, comme au karaté? C'est exactement les mêmes grades qu'au judo, que dans le karaté en général. Donc de la blanche à la noire? De la blanche à la noire, et après dans les noirs, il y a aussi plusieurs grades. Bon alors moi, j'ai la ceinture blanche, donc du coup ça veut dire que je suis débutant, j'y connais rien, Jean-Jacques vous allez me montrer. Pas de problème, on y va. Jean-Jacques, du coup, ce Nanbudo, qu'est-ce que c'est? C'est quoi les techniques en fait pour cet art martial? Alors la base du Nanbudo, comme tout le karaté, c'est un travail sur la défense. Au karaté, on n'est pas formé pour attaquer, on est formé pour défendre. D'accord. Je me défends. Ok. Je vais pas aller, parce que si je vais ici, oui, je me mets en danger et c'est toi qui vas me frapper. D'accord. Donc je me défends. Ah, on peut carrément faire des coups au visage? Bien sûr. Mais c'est dangereux ce sport, Jean-Jacques. Faire des coups au visage. Ah oui. Faire des coups au ventre. D'accord. Frapper d'une manière, d'une autre. Ok. Et tous ces mouvements, on apprend à les utiliser par rapport à un adversaire. Le Nanbudo, ce qui est fondamental, c'est l'esquive. Donc un déplacement par rapport à une personne qui est agressive, qui vient chez moi. Donc moi j'arrive comme ça. Je vais me déplacer. Ah. Et si j'arrive avec le pied? Alors si on arrive avec le pied, je vais me déplacer peut-être à l'intérieur. Ouais. Parce que si je me déplace de ce côté-là, avec le pied qui arrive, comme ça, je rentre dedans. Ouais. Donc c'est pas bien. Est-ce que pour commencer un duel, il y a un salut spécifique? Tout à fait. On se met l'un en face de l'autre. Oui. Les pieds sont joints. Ouais. Et ouverts. Ah, les pieds ouverts. Tout à fait. On ne doit jamais se saluer comme ça. Ça, c'est très irrespectueux. D'accord. Et on se salue en baissant la tête. Le salut japonais. Tout à fait. On vient se mettre en position. Inspire, expire. Et là, on est en place. Et là, je suis en place. Je suis prêt à affronter un maître de Nanbudo, ceinture noire. Là, maintenant, je vais avancer. Oui. Et tu vas te déplacer latéralement. D'accord. J'avance. Et moi, je peux renvoyer un coup par ici? Voilà, exactement. Par exemple. Alors, la première chose, c'est le déplacement. Ouais. Et ensuite, il y a toutes les défenses qu'on peut faire là-dessus. Quelles sont les règles, en fait? Comment est-ce qu'on gagne au Nanbudo? Alors, les points sont marqués par rapport à la défense. On ne note pas les attaques, on note la défense. Frapper sur le genou. Ouais. Mais ça, on n'a pas le droit de le faire en combat parce que c'est trop dangereux. On a 6 attaques pour les combats. 2 attaques de coups de poing. Attaque Maegeri, tout droit. Et puis l'attaque Mawashigeri, fouetté. Et ça, c'est très important de pouvoir avoir l'harmonie. Oui. Donc si mon adversaire change de pas, moi je change de pas aussi. Avec beaucoup de mouvements, très fluide. Et puis la première attaque, on ne sait pas qui c'est qui doit attaquer. Mais il y en a un qui attaque. Donc moi, par exemple? Par exemple. Et moi, je vais me mettre de côté pour pouvoir enlever l'attaque. D'accord. Et contre-attaquer. Et contre-attaquer, puis moi, je peux... Voilà, je m'échappe.
Et on juge à quel point l'attaque elle a été faite correctement. Ouais. Et la défense, si elle a été faite bien dans le mouvement, rapide, bien positionnée, etc. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Jacques, pour cette démonstration. On sur ça là. Salut. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la maison, Alexandre fait du nan budo en chaussettes. Moi, je pensais qu'il fallait les enlever. Je ne sais pas comment l'interpréter. Bon, voilà, on va passer en culture avec nos invités suivants. Mathias, Antonio, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de Superflu. On monte sur les planches du Casino Théâtre de Rolle avec cette comédie sociale burlesque à voir du 8 au 11 février au Casino Théâtre de Rolle. Bonjour messieurs, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, on va dans le monde du supermarché, mais c'est vrai que moi, ça m'a tout de suite parlé. On a tous rêvé d'une nuit enfermé dans un supermarché où on peut faire tout et n'importe quoi. À vous de sortir vos idées. Vous, c'est quoi votre nuit de rêve dans un supermarché, Mathias? Alors, mais attention, parce qu'il ne faut pas qu'on spoil non plus la fin de notre spectacle. D'accord. Mais en tout cas... La vôtre. C'est ces histoires qu'on a lues quand on était enfant, un frère et une sœur qui passent la nuit dans un supermarché ou dans un grand magasin et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Manger, ouvrir les armoires, aller dans tous les étages, fuir le vigile. Ouais, Moi, je prendrais le rayon chips. J'aime bien ça. Moi, je vous propose quelque chose. On prend du ketchup, on se met des beaux costumes et on fait une glissade comme ça. Celui qui arrive le plus loin a gagné. Ça vous parle? On peut l'intégrer, ça, dans le spectacle? On pourrait. On discute avec les deux directrices, mais on va voir ce qu'on peut faire. Ouais. Bon, place à l'improvisation avec vous. On va rentrer justement dans l'exploration de cet univers. Vous cherchez quoi exactement entre les néons, la caisse enregistreuse, tout ça, faire plus avec moi? Racontez-nous le pitch du spectacle. Alors, ce qu'on cherche absolument avec... on est donc 5 auteurs-autrices. C'est avant tout travailler sur l'humain. C'est vrai que l'environnement du supermarché, c'est le contexte. Et puis, ce qu'on cherche, c'est à voir surtout comment ces personnages réagissent entre eux, leurs émotions, ce qu'ils partagent dans le cadre d'une entreprise. Le pitch, des employés qui sont dirigés par un gérant, ça fonctionne tant bien que mal. Et puis un jour arrive une happiness manageuse qui... C'est assez à la mode, hein, c'est ces métiers dont finalement on vient et on doit créer le bonheur dans les entreprises. Exactement. C'est exactement ça. Nous allons remettre l'humain au centre. Ouais. C'est son leitmotiv, elle veut rendre l'humain dans ce supermarché, dans cette succursale d'une grande chaîne qui est Superflu, qui s'appelle Superflu. Puis on va voir que ça ne se passe pas aussi bien qu'on peut l'imaginer, que des dégâts sont occasionnés par cette religion du management nouveau. Et c'est là que ça nous intéresse, qu'est-ce qui se passe. Et puis tout ça pour finir par une nuit particulière dans ce supermarché, mais ça justement c'est le final, on ne va pas spoiler. Très bien. Mais je pense qu'on peut tous se reconnaître au sein d'une entreprise, le monde du travail aujourd'hui, qu'est-ce que c'est quand il est bouleversé par des nouvelles tendances comme ça, entre guillemets, qu'on nous vend comme une sorte de bonheur absolument à partager dans l'entreprise. Mais Antonio, comment vous avez travaillé? Parce que vous êtes comédien, mais est-ce que ça veut dire que vous avez eu un regard peut-être de sociologue, où vous êtes allé peut-être dans les supermarchés justement pour voir... Oui, c'est un peu ça. J'ai interviewé une fois aussi une vendeuse, et puis je me suis informé un petit peu dans le métier, bien que ce n'est pas ça le côté central de la pièce, mais c'est important aussi de se nourrir de ce qu'on va, de quoi on va parler. Et j'ai fait ce travail-là. Et Mathias m'avait dit à l'époque, me dit, mais ce serait super qu'on fasse quelque chose sur les supermarchés. Puis c'est vaste, les supermarchés, c'est un endroit... on ne se parle pas de beaucoup non plus. C'est familier, mais en même temps, c'est impersonnel. Il y a quelque chose. Et puis, je trouvais que de voir aussi ces gens qui travaillaient là-dedans, il y avait quelque chose à faire, à dire, à tous ces multiples gens qui arrivent, niveau culturel, social, différent. Enfin, c'est riche en humanité, on va dire. Et c'est ça qu'on essaye un petit peu de faire transparaître un petit peu de ça. Ouais. Ouais. La musique de supermarché, là aussi, c'est presque un comédien en lui-même. Comment est-ce qu'on fait de la musique de supermarché? Alors là aussi, il y a une inspiration du réel, mais les deux musiciens, Alexis Feller et Martine Demorcier, évidemment, ont dépassé juste ce qu'on pourrait appeler la musique d'ascenseur, pour créer aussi des ambiances, pour ouvrir le sens. Et leurs compositions originales sont très belles. Donc là, je vous invite aussi à venir voir pour se plonger dans un supermarché sensitivement, avec le son, les images, les très belles lumières aussi de Hello à Giannini, etc. Puisqu'il y a des scénographies de supermarché. Rien n'est laissé au hasard.
c'est ce qu'on essaie aussi d'explorer, de reproduire sur le plateau du Casino d'Enderhall. Antonio, je sais que vous aimez beaucoup improviser. Est-ce que c'est le cas justement dans cette pièce-ci? Ça a été une base de travail, c'est l'impro, parce que vu que c'est une création collective, on y a tous mis du sien. Et puis, alors on est parti sur des impros dirigés, et puis chacun de nous prenait en charge ça, et puis voilà, à un moment donné, je jouais le client, à un moment donné. Puis après, on ressort de ce qui nous paraît le plus intéressant, et puis petit à petit, une fois tout ça mis en place, on crée quelque chose, un spectacle d'une heure, je ne sais pas, 1h15. Voilà. Ouais, et j'aimerais savoir, est-ce que finalement ça a changé votre manière d'aller au supermarché? Alors, en tout cas, pour ma part, oui. Ouais. Dès qu'on entre dans un supermarché avec beaucoup de curiosité, voir les petits détails surtout, comment les gens qui travaillent ils communiquent entre eux, les regards, comment ils se parlent, comment les choses sont organisées. Je le faisais déjà avant, parce que je trouve ça tellement intéressant de comment on attend devant la caisse, les impatients. Et maintenant, j'ai même un œil plus presque attendrissant sur ces choses-là. Qui nous agaçait beaucoup avant, mais maintenant vous êtes attendri. Il y a un peu... C'est-à-dire que moi, je suis aussi très impatient, puis je dis, mais attends, ça va, qu'est-ce que tu veux faire? T'attends, puis ça va mieux passer encore. Voilà, une très bonne raison justement d'aller voir la pièce. Comment être plus tranquille et puis plus serein. Être dans cette queue plus serein et sereine. Voilà, à voir au Casino Théâtre de Rolle du 8 au 11 février. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci. Au revoir. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. On se retrouve demain.